Bonjour et bienvenue dans cette interview sous forme de podcast. Aujourd'hui, nous allons interviewer une artiste et autrice indépendante et conteuse d'histoire. Coucou! Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Anaïs Bonaventure, qui est une artiste et autrice française spécialisée dans les romans policiers et fantastiques, ainsi que dans les illustrations, puisque tu as fait des magnifiques dessins. Alors, si je présente rapidement tes œuvres, tu as fait en premier Mystère au manoir d'Ashford, qui en fait est le premier tome de la série des chroniques de Jacques Donaghan, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Un livre qui met le mystère et légendes celtiques, et ensuite tu as fait une histoire de monstres comme titre qui est un recueil captivant aux technologies quantiques et créatures horrifiques se mêlent explorant les recoins les plus sombres de l'âme humaine. C'est ça. Il y a en fait ces deux nouvelles qui sont dans un univers fin 19e siècle. Et ça mêle SF et horreur. Il y a des monstres qui hantent les rues de Londres. Donc voilà. Et ensuite, Elisabeth et le livre des âmes, qui est cette année, dernier point, c'est l'énigme des enfants, qui est aussi cette année, donc ça c'est le dernier qui en fait est la suite de Jack Donaghan, qui est un roman qui plonge les protagonistes dans une nouvelle quête empreinte de folklore irlandais. Exactement. Super, c'est diversifié, c'est trop chouette. Oui, en fait, j'aime bien explorer différents genres et même différents publics, parce qu'il y a aussi un livre jeunesse. Mais c'est plus, j'ai une ligne éditoriale simple. J'adore utiliser les créatures de l'imaginaire, donc les monstres, etc., pour mettre en lumière tout le côté plus humain. Souvent les forces, mais surtout les faiblesses, parce que c'est quand même beaucoup plus cool d'explorer les faiblesses humaines. Eh bien, tout d'abord, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et je vais commencer par te poser la première question. Tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des histoires ? C'est venu tellement naturellement que c'est compliqué à répondre. Pour moi, raconter des histoires, c'était tellement inévident. C'était comme parler pour communiquer avec les autres. C'était pour moi, c'était mon moyen de communiquer. Donc, j'ai pas vraiment de point de pourquoi j'ai commencé à raconter des histoires. C'était juste, ça s'est fait. Voilà, c'était un jeu, c'était normal. C'est plus le fait à quel moment j'ai décidé d'en faire un métier. Ça, c'est vrai que j'ai plus un point impactant qui me rappelle à quel moment j'ai voulu en faire un métier, mais le jour où j'ai voulu raconter des histoires, ça a toujours été là, quoi. Donc ça veut dire que déjà depuis ton enfance, tu écrivais des histoires ? J'en racontais d'abord, et puis quand j'ai commencé à écrire, j'en ai raconté d'abord, après j'ai commencé à en dessiner, et après j'ai commencé à écrire. D'accord, ouais, c'est chouette. As-tu choisi l'écriture comme ton moyen d'expression principal ou est-ce que tu trouves un véritable équilibre avec les autres activités comme justement l'illustration et la peinture parce qu'en fait tu es quand même une artiste de multitalent ? Pour moi, les différentes expressions artistiques et créatives, c'est la même chose. C'est-à-dire que écrire, dessiner, peindre, pour moi, je raconte des histoires. En fait, le métier qui me conviendrait mieux, ce serait storyteller. C'est le mot en anglais qui fonctionne super bien. J'aime raconter des histoires. Et que ce soit à travers les mots ou les images, il n'y a pas une forme qui prend le dessus sur l'autre. Il y a certains moments où j'aurais plus besoin de peindre. Par exemple, je suis très saisonnière, donc automne-hiver, j'ai besoin d'être dans mon cocooning, donc je suis plus sur l'illustration et sur l'écriture. Au contraire, printemps-été, j'ai besoin de sortir, d'être dehors, etc. Et c'est là où je vais beaucoup plus peindre, parce que j'ai une forme de peinture, je sais pas si tu as pu les voir, mais c'est des portraits assez expressifs, où j'ai besoin d'être en extérieur, sinon j'en mets partout. Donc voilà, mais il n'y a jamais une forme qui prend le dessus sur l'autre. C'est au feeling. C'est ça. Et c'est vraiment, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires. Et donc, certaines fois, j'ai plus besoin de mots, parfois j'ai plus besoin de dessins, parfois ça se fait tout en même temps. Enfin voilà, c'est ça. Merci pour ta réponse. Donc tu as étudié l'art notamment au cinéma, d'animation à Angoulême, des éléments ou des points spécifiques que ces études t'ont apporté, donc en fait dans ton approche peut-être en lien avec l'écriture ou l'illustration ou les deux ? Alors cette école, déjà j'ai appris tout plein de formes de techniques, la technique de l'art, du dessin, etc., anatomique et tout. Mais surtout, c'était une école qui nous donnait la possibilité d'exploiter notre potentiel d'auteur. Il y a des écoles qui vont nous donner un exercice et tu le fais tel quel et c'est tout. Là, dans mon école, on avait la chance, quand on nous donnait un exercice, alors je vais donner un exemple parce que ce sera plus parlant, on nous a demandé en cours, vous avez une semaine, vous allez nous modéliser une ville extérieure. Alors dans certaines écoles, on nous aurait donné, t'as une image, tu nous modélises ça, et puis voilà, et tout le monde a la même image. Là, c'était pas ça, c'était plutôt modéliser une ville extérieure. Vous êtes libre. Il y en a qui sont allés dehors, qui ont pris des photos pour avoir des références, d'autres qui ont fait un croquis sur point de table pour se dire tiens, je vais faire un truc plus comme ci, comme ça. On a été libre de suivre notre propre inspiration, notre propre style. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était une école qui favorisait ça, qui nous disait allez-y, allez exploiter ce que vous avez en vous et voilà. On avait des contraintes, mais sinon on était libre quand même d'aller au-delà des contraintes. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est de pouvoir chercher toujours plus loin et de contourner justement ces contraintes et utiliser les contraintes non pas comme des éléments de barrière, mais plutôt comme un élément créatif. Comme une force. C'est ça.
C'est chouette de tomber sur des écoles artistiques comme ça parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver la bonne école d'art qui peut justement pousser la personne à aller au-delà des limites qui se mettent. Ça, c'est un autre sujet, mais mettre une note aussi, ça peut toujours être un peu hyper... assez violent, hein, sur totalement d'accord. Un projet. Et surtout, ça nous met en concurrence. Et là, justement, mon école, il n'y avait pas de notes. On avait des appréciations. Donc, forcément, on avait des appréciations bonnes ou mauvaises, mais il n'y avait pas de notes spécifiques. C'était juste à la toute fin de toutes nos années, on avait, donc la dernière année, on avait un film d'animation à faire. Et c'est à ce moment-là qu'on avait des félicitations, etc. ou pas. Il n'y avait pas de réelle note pendant tout le cursus. C'était des appréciations. Et donc, ça nous donnait beaucoup plus envie d'aller parler avec les autres parce qu'on n'était pas en concurrence avec les autres. Chacun avait son propre style, donc on pouvait découvrir un autre style, apprendre des techniques que nous, on n'avait pas encore apprises ou comprises et demander aux autres de nous aider, etc. Il y avait vraiment un côté plus convivial et vraiment focus sur l'artistique. Ouais, j'ai eu de la chance. C'était une très bonne école là-dessus. Des bonnes expériences. Merci en tout cas pour ta réponse. Tu as débuté dans le milieu donc cinématographique avant de te consacrer pleinement à l'écriture et à la peinture, si j'ai bien compris. Et quel a été ce déclic pour faire cette transition vers la littérature et particulièrement vers les arts visuels? De base, j'ai toujours été attirée par le monde du livre, voilà, les livres, la bande dessinée, tout ce côté, voilà, cet univers-là. Bon, forcément, quand on est au lycée et qu'on dit à nos parents, ouais, j'aimerais devenir artiste et écrivain, on te regarde avec des grands yeux. Alors j'ai de la chance d'avoir une mère extrêmement compréhensive, qui était totalement ouverte avec ça et tout ça, mais j'ai quand même si j'ai toujours eu la tête dans les étoiles, j'ai aussi le côté un peu les pieds bien enracinés sur le sol en me disant oui, il faut quand même être pragmatique. Je vais pas vivre chez mes parents jusqu'à 35, 40 ans, donc l'idée c'est quand même de faire des études qui me permettront de trouver un travail. Le milieu cinématographique, l'air de rien, il y a du boulot, quoi. C'est un univers qui est toujours en expansion et en plus, là, je vois avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout, ça n'a fait que agrandir encore davantage les opportunités. C'est vrai. Donc c'est pour ça, je me suis orientée. Au départ, j'avais commencé à chercher des écoles de cinéma de bande dessinée, enfin pas de cinéma, mais des écoles de bande dessinée. J'avais rencontré sur des festivals des illustrateurs qui m'ont dit oui, moi j'ai un métier à côté, hein, je peux pas être dessinateur de bande dessinée à temps plein. Donc je me suis dit ok, mais moi l'idée c'est pas de faire ma passion à côté et faire un travail que j'aime pas de l'autre côté, quoi. Donc quitte à trouver un métier qui sera entre guillemets le à côté, ce sera un métier qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis partie dans le cinéma d'animation et que je me suis retrouvée dans le cinéma. Voilà. Donc, même si j'ai commencé par le cinéma, j'avais toujours l'idée de base de revenir à l'écriture et au dessin. Ça a toujours été là de base. C'est juste que il a fallu que je fasse un petit chemin de traverse pour mettre de côté et pouvoir... c'est cette année seulement que j'ai décidé de me mettre vraiment à temps plein dans l'écriture et l'illustration. C'est ce que tu as fait, tu avais déjà de l'expérience et puis tu t'es renseigné. C'est ça. Et tu es allé poser des questions à des personnes concernées qui sont dans le milieu de la bande dessinée pour savoir comprendre le marché. Il faut être prêt à accepter certaines vérités crues qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Disons qu'il vaut mieux ça parce que justement, moi en faisant ce petit chemin de traverse, mes années dans le travail, donc j'ai été infographiste dans les effets spéciaux au cinéma, ça m'a appris une rigueur technique que je n'avais pas jusque-là. En fait, j'ai toujours été très intuitive, artistique, voilà. C'était plus, je me laissais faire. J'adorais dessiner, mais j'avais jamais forcément appris ce que c'était que la perspective, l'anatomie. J'en ai fait un peu en école et tout ça, mais c'était pas là où je brillais le plus. Et justement, mes 10 ans d'infographiste m'ont vraiment appris une rigueur technique, comprendre les logiciels sur lesquels je travaille, etc., etc. Et ça a été un bon point, quoi. Ça fait un tout. Ouais, et faire des études de dessin ou des cours par rapport à ça, ça permet aussi après d'avoir, comme tu dis, une certaine rigueur, mais aussi ça te permet un peu plus d'avoir le sens des réalités, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas si c'est vraiment le mot que je veux dire, mais un meilleur respect du travail. Si, c'est ça, ouais. Comprendre, par exemple, quand on va faire une demande de dessin, un service de dessin d'une artiste ou un artiste, lui demander de nous faire une illustration, il y a certains qui ont vraiment pas du tout conscience du temps que ça peut prendre, et puis ils vont dire ah bon, ça vous prendrait plus de 3 heures pour faire ça? En 5 minutes, c'était fait, et hop. Puis en vrai, même si un dessinateur dessine extrêmement vite, je crois que c'était peintre, on lui avait demandé de faire un petit dessin, ça lui a pris 5 minutes, et après il avait demandé de l'argent assez cher. Il avait dit bah oui, mais pour réussir à vous faire un dessin en 5 minutes, c'est des années et des années d'expérience derrière et d'apprentissage. Donc en fait, c'est pas les 5 minutes que j'ai fait que vous payez, c'est les années que j'ai passées derrière pour apprendre
à dessiner aussi vite. Et c'est vrai, c'est un tel travail. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'AI et tout, c'est encore plus important de rappeler de rappeler, voilà, le travail conséquent qu'il y a derrière, que ce soit en écriture ou en dessin. Un auteur, un illustrateur, il met une partie de lui-même dans chacune de ses œuvres, dans chacun des travaux qu'il fait. Donc, c'est important de mettre ça en avant. Avoir ses sensibilités et où prendre conscience. Et puis parfois, il faut le montrer. Par exemple, j'utilise une application Procreate qui enregistre tous les traits et le nombre d'heures que ça prend quand tu dessines. Et je suis tombée sur une, justement, que j'avais fait un service commission qui m'a sorti waouh, mais ça t'a pris 17 heures pour le faire. Mais au moins, c'est pas aberrant. Et grâce à cette application, j'ai pu lui montrer que c'était le cas. Faut s'adapter. Et bien justement, en parlant d'adaptation, est-ce que tu arrives à en vivre pleinement de ton activité d'artiste? Alors non, j'en vis pas. Alors, pour le moment, je me suis mis à mon compte. En fait, pendant 10 ans, comme je te disais, j'ai travaillé comme infographiste, donc j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et d'ailleurs, si on parle de déclic, c'est cette année, justement. En fait, c'est pas vraiment un seul déclic, c'est plusieurs déclics. J'ai donc commencé à publier mon premier roman en 2020. Oui. Et après, une fois par an, pratiquement, j'ai écrit et publié. À part cette année où j'en ai publié 2. Au fur et à mesure où le temps passe, chaque fois que pourtant, dans mon travail d'infographie, j'étais intermittent du spectacle. Intermittent, on fait un nombre d'heures et puis après, j'ai la possibilité, voilà, de faire autre chose. Ça m'a convenu pendant un certain moment. Sauf que là, cette année, chaque fois que je devais mettre une pause sur mes projets en cours parce que je devais travailler sur une production, etc., bah, c'était extrêmement frustrant. Et en fait, ça me ralentissait sur mon travail. Et j'ai senti de plus en plus comme si on tendait une corde et que je sentais que la corde se tendait de plus en plus, qu'elle allait finir par se briser tellement j'avais besoin d'être tout le temps sur mon travail d'écriture, de dessin, etc. Je sentais que je ne pouvais plus continuer à mettre des pauses, quoi. Donc voilà. Donc pour le moment, là, je viens tout juste de me mettre en full time à mon compte. Je considère que si ça se passe bien, d'ici 3 ans, j'arriverai à être rentable, etc. Mais bon, c'est pas encore, voilà. Je viens tout juste. En plus, l'illustration, je viens à peine il y a 2-3 mois que j'ai décidé de proposer mes services d'illustratrice. Jusque-là, je faisais que mes illustrations pour moi, mes couvertures de livres, mes illustrations pour mon livre Elisabeth et le livre des âmes seules, justement. Donc voilà, donc c'est seulement il y a quelques mois que j'ai décidé de me proposer mes services d'illustratrice. Donc j'espère que l'année prochaine, ça va marcher. Ouais, et puis on espère que ça va arriver assez vite, mais c'est bien justement de prendre du recul et puis de prendre conscience qu'en fait ça prend du temps. Chaque bonne chose, il me semble, prend du temps et demande énormément de patience et aussi de travail sur soi. Et ça me rappelle justement une camarade qui m'a fait part qu'elle s'est lancée aussi en auto-édition et en fait elle attendait un résultat au bout de 3 mois. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont réussir, hein. Et c'est génial pour eux, mais bon, faut être réaliste et pragmatique. Là, par exemple, en fait, je me suis laissée cette année, en début d'année, j'aime bien de me fixer des objectifs. Je me fais pas des résolutions. Ouais, les résolutions, ça j'en fais pas. Je me fais des objectifs. Et là, je suis en train de constater qu'en fait, une grande majorité de mes objectifs, je les ai réalisés. Et donc, à chaque fois, en fait, par exemple, le chiffre d'affaires, je montais, etc. Enfin bref, j'ai monté plein de petits éléments. Et donc, ça me conforte dans l'idée que oui, il faut juste y aller par étapes. J'ai fait certaines étapes en 2024. J'espère pouvoir en monter encore davantage en 2025, 2026. Et voilà, je verrai comment ça se passe. La chance que j'ai aussi, c'est que là, je me suis mis à mon compte, donc sur un nouveau statut. Je suis artiste-auteur. Sur ce statut d'artiste-auteur, en fait, je peux continuer à travailler comme infographiste dans les effets spéciaux, sans être intermittente du spectacle. Donc en fait, c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est que si jamais je me rends compte que certains mois c'est un peu ric-rac et tout, je peux de nouveau aller dans des studios de production et leur dire bah écoutez, voilà, je propose mon travail là pendant 1 mois ou 2, je peux travailler sur tel projet, et puis voilà. C'est l'avantage que j'ai, c'est que tout peut être mis sur un seul statut sans que ce soit problématique. Tout à fait. Ce que je comprends bien, c'est que juridiquement, c'est difficile de trouver le statut. Ouais. Ouais, sans se faire avoir, il faut vraiment bien se renseigner au niveau administratif. En France, quand on veut vivre de son activité artistique, il est assez facile de se tromper de statut. On peut se retrouver dans un régime qui ne correspond pas du tout à la réalité de son travail et les conséquences arrivent assez vite. Déclaration fiscale complexe, cotisation imprévue ou encore des taxes calculées sur un chiffre d'affaires exceptionnel qui en réalité ne se produit pas. Résultat, on perd les repères et on a l'impression que le système n'est pas fait pour nous. Et il faudrait davantage de clarté et surtout plus d'options adaptées aux artistes qui débutent afin qu'ils ne se sentent pas piégés par un choix administratif mal calibré. C'est compliqué. J'ai plutôt l'impression que ça va dans l'autre sens. Alors après, c'est peut-être des rumeurs ou pas, mais j'avais cru entendre que pour le travail d'artiste-auteur, ils pensaient mettre en place la CFE, par exemple. La CFE, c'est une cotisation des entreprises. Ouais, bah non. Ça va être compliqué de payer une CFE tous les ans quand on gagne pas énormément. Complètement. Donc bon, la France, c'est toujours un peu compliqué dès qu'on veut être indépendant, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est ça. Faut trouver la bonne recette pour nous qui fonctionne. Pendant des années, moi, être intermittente du spectacle, ça me convenait parce que j'avais ce côté sécurité.
que après avoir fait un certain nombre d'heures, j'étais safe de me dire bon c'est bon là je peux travailler sur mes projets, j'ai quand même Pôle emploi qui peut tomber même si je gagne pas d'argent. Mais je suis arrivée à un stade où par exemple l'intermittent du spectacle c'est devenu aussi une prison dans le sens où il fallait absolument que je fasse mes heures. Et attention, fallait voilà. Donc en fait j'avais plus la liberté de pouvoir suivre mes propres inspirations et tout. C'est pour ça que je voulais arrêter ça et que le passage à artiste-auteur comme statut, ça me convient parce qu'en fait je peux remettre tous mes différents travaux dedans. Je peux mettre mon travail d'auteur, mon travail d'illustratrice, mon travail de peintre et mon travail d'infographiste si je veux en refaire un petit peu quoi. C'est l'avantage. Ouais. En tout cas, c'est cool d'avoir trouvé quelque chose qui te corresponde et qui te plaise. Ouais, ça fait à peine quelques mois, donc on verra si ça me correspond et si ça me convient. Pour le moment, ça me fait du bien, ouais. Je croise les doigts. Merci pour ta réponse. Pourquoi l'auto-édition? Alors, ce qui me plaît, c'est très simple, c'est l'indépendance. Je suis le genre de personne un peu ce qu'on pourrait appeler les control freaks. J'adore tout contrôler, c'est terrible. J'ai beaucoup de mal à déléguer et tout, donc c'est vrai que l'auto-édition me convient très bien. Alors, pourquoi je suis partie dans l'auto-édition Quand j'étais petite, j'avais le rêve d'être dans une grande maison d'édition, de voir mes livres partout en librairie et tout ça. Puis on grandit. Comme je te disais, j'ai commencé dans le milieu du cinéma. En sortant d'école, j'avais mis de côté un livre que je pouvais écrire et les manuscrits pour me consacrer plus à des manuscrits de type scénario. Et justement, mon livre Elisabeth et le livre des âmes seules, en fait, faut savoir qu'à la base, j'ai fait un court-métrage. Mon court-métrage de fin d'année en 3D, c'était sur Elisabeth. Et à la sortie d'école, j'avais créé tout un dossier pour en faire un long-métrage d'animation 3D. J'ai été dans des festivals et j'ai fait plusieurs festivals dans plusieurs années et tout ça, et ça a bien plu. Mais j'ai eu quelques déboires avec différents producteurs. Et il y en a certains qui jugeaient ça trop compliqué, trop dur pour les enfants, qui voulaient un truc plus soft. Donc je commence à modifier ça pour que ce soit plus soft. Puis après je rencontre d'autres producteurs qui me disent ah mais non finalement c'est trop doux, c'est trop gentil, il se passe rien. Bon d'accord. Donc ça ce genre de choses, bon, ça peut arriver. Mais c'est surtout quand on commence à rentrer dans le cercle où on signe un contrat avec un producteur et que ça se passe très mal. Heureusement j'avais réussi à me protéger dans le contrat pour avoir une sortie de secours si besoin et garder le projet pour moi. Mais voilà bref. Plusieurs années de difficultés avec des producteurs m'ont fait comprendre que je voulais pas laisser mes livres et mes histoires à des gens que je connaissais pas forcément. À l'instant où j'ai commencé à finir d'écrire mon premier roman, je me suis pas posé la question est-ce que je l'envoie à une maison d'édition, est-ce que je fais en auto-édition. Arrivé à ce moment-là de ma vie en 2020, je savais déjà que je voulais être indépendante et je voulais plus. Mais j'ai même pas essayé de passer en maison d'édition, j'ai tout de suite été en auto-édition. C'était comme si c'était logique. Je voulais pas me retrouver dans l'engrenage de travailler avec des gens qui n'étaient pas au même diapason que moi en fait. Quand on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément compris l'essence de ce qu'on voulait raconter et qui qui ont des modifications subjectives, parce que les modifications objectives, je les comprends totalement. Pour améliorer un texte, c'est totalement normal. Mais quand les gens en fait n'ont pas compris ce que tu voulais raconter de base et qui te font des modifications qui vont à l'encontre du message que tu veux raconter, tu te dis ben non. Le souci c'est qu'un éditeur ou un producteur, c'est un peu eux qui ont le dernier mot. J'imagine que pas toujours, selon les relations que tu peux avoir avec un producteur ou avec un éditeur, mais moi en tout cas mon expérience a été assez mauvaise là-dedans. Et ouais voilà. Ou alors quand on tombe sur un producteur, là c'était les producteurs, mais même avec un éditeur, je pense que ça fait pareil. Si on tombe avec des gens, des collaborateurs qui vont pas avoir le même sens d'investissement que nous et qui vont pas faire les recherches qu'il faut, etc., et que c'est à nous de nous bouger et tout. Enfin, autant le faire tout seul. Qui sont très comme ça aussi avec le temps, quoi. Ouais, bah moi c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt des gens en mode ouais, si, ils me donnaient du travail à faire. Et puis après, en fait, quand ils me disaient ouais, alors on va faire ce dossier pour tel financement et tout, je me dépêchais, je ratais même du boulot pour du travail de compositeur et tout. Et je leur disais bah ouais, je l'ai fait et tout. Et en fait, ils ont jamais envoyé le dossier. Et je lui dis non mais attends, tu m'as fait cravacher et en fait, t'envoies pas le dossier, tu fais pas ton taf. Mais non, c'est pas possible quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je préfère travailler toute seule. Au pire, si ça se passe mal, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Et voilà, ça a été vraiment. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'auto-édition, je me suis pas vraiment posé la question. Ça a été assez radical pour moi. Après mes expériences avec les producteurs, j'ai fait ok. Après, peut-être que dans l'avenir, j'en sais rien. Est-ce que j'aurais envie quand même d'un jour de tester l'expérience en maison d'édition, parce qu'il faut jamais dire jamais. Peut-être pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que l'auto-édition me convient dans le sens où j'aime tellement être indépendante. J'aime tellement. Le fait est que j'adore travailler la mise en page de mes livres. J'adore travailler la couverture de mes livres. J'aime toute cette partie comme ça, quoi. Et j'ai déjà des bêta lecteurs et correcteurs pour
professionnels que j'embauche pour travailler sur mes livres. Donc j'ai déjà créé comme un côté éditeur avec mes propres romans, quoi. Donc, Ouais, en fait, t'es la chef d'orchestre de tes projets. En fait, ça te permet d'être un petit peu rangé dans ton esprit. Enfin, je dis un petit peu, je trouve que t'es très organisé. Et la création à l'édition d'un roman, ça demande beaucoup de travail et je peux comprendre qu'il y en a qui ont assez peur de devoir faire tout ça. Je peux comprendre de pas avoir envie d'aimer ça, mais en vrai, dans mon cas, c'est vrai que j'aime pas trop lâcher mes histoires, c'est mes bébés, quoi. Donc j'ai du mal à les lâcher dans la nature et laisser les autres prendre les décisions à ma place. Autant j'adore quand ma bêta lectrice, elle me donne plein d'informations. Oui, alors ça j'ai adoré, ça tu peux le modifier comme ci, comme ça. C'est super intéressant parce que tu vas pouvoir améliorer mon texte. Mais j'aime savoir que c'est moi qui ai le dernier mot. C'est-à-dire que si elle me fait un commentaire que moi je considère qui est pas bon, je suis pas obligée de le suivre. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce souci-là, hein, mais on sait jamais. Et en fait, le fait de savoir que c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui, en effet, mène de A à Z le projet, c'est super agréable. Et quand je le sors, justement, le livre, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais au moins c'est ça, c'est moi qui en suis responsable. Et si ça marche pas, je peux toujours continuer. On m'avait expliqué qu'en maison d'édition, encore une fois, hein, moi, vu que je ne suis pas en maison d'édition, c'est que des choses qu'on m'a rapportées, que je sais, que je vois de loin, j'en suis pas. Donc il y a peut-être d'autres auteurs qui te diront non, c'est pas comme ça, mais on m'avait expliqué qu'en maison d'édition, un livre a une durée de vie de 3 mois. La maison d'édition, elle a un budget spécifique, donc pendant 3 mois, elle va donner du budget à ton livre pour qu'il fonctionne, et si ton livre ne fonctionne pas, c'est trop tard, quoi. D'accord. Moi, j'ai pu voir justement mes livres, si je vois que les 3 premiers mois, ça fonctionne pas, je vais trouver une nouvelle stratégie à mettre en place. Et puis après, ça va marcher. Et en fait, d'ailleurs, la plupart de mes bouquins, ils ont pas fonctionné tout de suite, ils ont fonctionné un peu après. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir rester maître de ma stratégie et de pouvoir apprendre tous les corps de métier, c'est-à-dire que j'étais très mauvaise en communication, etc. Je me forme dessus. Oui. Il y a un côté couteau suisse qui se met en place et c'est assez, c'est tout le temps un challenge, c'est intéressant et voilà, faut être bien accroché, faut garder la motivation, c'est pas facile toujours. Mais dans l'auto-édition, il y a quand même une communauté qui s'est créée qui est assez fantastique avec les autres auteurs, etc. Il y a vraiment des discussions, on peut parler des stratégies que chacun a mis en place. Une personne, ça a marché pour elle, va faire tel élément. Ah tiens, je vais tester aussi. Il n'y a pas moi en tout cas, j'ai pas ressenti de compétition et c'est vraiment un cadre qui est super intéressant et stimulant. C'est vrai, c'est ça qui nous pousse plus à vouloir continuer sur ce chemin. D'ailleurs, l'image du couteau suisse est vraiment superbe. Même pour la communication, c'est quand même un sacré truc. Oui. C'est une autre jungle en fait. On a l'impression de quitter une jungle pour entrer dans une autre. C'est ça. Alors il y en a pour qui ça va être assez facile et tout. Moi, je sais que ça a été laborieux. Mais bon, aujourd'hui, j'en suis assez contente. J'arrive. Ça a été difficile. J'ai escaladé mon mont Everest avec la communication et les réseaux sociaux. Mais voilà, je suis contente là où ça arrive. Ouais, il y a un côté assez, une fierté quoi. Quand on arrive à certains stades, à certaines échelles, qu'on arrive à monter, on se dit putain ouais, j'ai réussi. On en met un nouvel obstacle, mais c'est pas grave. C'est toujours c'est toujours plutôt cool. Et puisqu'on est entièrement responsable de ce qu'on fait, c'est difficile de se mentir à soi-même et se dire oh j'aurais pu faire mieux. Non, on sait en fait, on sait qu'on a fait ce qu'on pouvait et on se laisse un peu tranquille là-dessus. C'est ça. C'est chouette. Exactement. Merci beaucoup pour ta réponse. On imagine qu'il y a une personne qui s'y connaît absolument rien à l'illustration et à l'écriture de romans. Et ça se passe comment en fait? Comme exemple, on peut prendre l'énigme de l'enfant fée. Lui, c'est venu plutôt d'une idée. De départ, j'étais en train de me balader en forêt. C'est vrai que la forêt, j'ai toujours le côté je trouve que c'est très proche de la mythologie celtique, le côté un peu fantôme, créature qui se cache, etc. Et j'ai imaginé, en fait, j'avais envie de raconter quelque chose en fait, j'avais des thématiques. J'avais des thématiques qui me donnaient envie, c'était d'exploiter les différences et l'enfance. Et donc par exemple, dans les chroniques de Jack Donovan, toute l'idée de la saga, c'est d'utiliser les créatures de la mythologie celtique, les créatures de la mythologie, pour les intégrer à des éléments réels, comme un fait sociétal ou des thématiques, psychologie humaine, etc. Donc là, l'idée, c'était de trouver une créature de la mythologie celtique pour l'amener et mettre en lumière ce que c'est que les différences entre les différents êtres humains et liées à l'enfance. Et donc c'est là où j'ai trouvé le change-ligne. Mais tu vois, ça s'est fait, j'avais une thème que j'avais envie d'exploiter et donc c'est comme ça que je suis allée gratter un peu pour travailler l'intrigue et voilà, la mettre en place, quoi, la tisser les liens et tout ça. C'est venu petit à petit. Mais par exemple, pour Mystère au manoir d'Ashford, ça s'est fait totalement différemment. En fait, à côté de chez mes parents, il y avait un magnifique manoir. Et en voyant ce manoir, c'est comme ça que je me suis imaginé les secrets qu'il pouvait y avoir dans ce manoir. Et pas des secrets liés au manoir, mais des secrets liés à la famille qui habitait dans ce manoir. La famille est très sympathique et tout, il n'y a aucun secret ou quoi que ce soit, mais c'est moi qui imaginais ça. Et c'est comme ça qu'en fait, quelques années plus tard, est sorti Mystère au manoir d'Ashford. Mais à cause d'une image d'abord. C'est vraiment l'image de ce manoir et d'imaginer tous les secrets qu'il peut y avoir derrière les portes, parce que c'est des portes closes, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
C'est ça. Et vu qu'il y avait le côté manoir, un peu fantasmagorique, on peut imaginer un peu de brume et tout. Et c'était comme ça que j'ai eu l'idée de cette banshee qui est liée, c'est une créature de la mythologie celtique qui est liée à une famille. Donc comment mettre en lumière les secrets d'une famille en utilisant une créature qui est liée à une famille. Pour Elisabeth et le livre des âmes seules, j'ai eu cette idée quand j'avais 19 ans, donc c'est une de mes plus vieilles idées. Et là, c'était totalement, je marchais, je venais de prendre mon train, je rentrais pour aller à mon école de cinéma d'animation. Et sur la route, j'ai eu la sensation de voir une petite fille avec un chat, un immense chien noir à côté d'elle. Et c'est comme ça, et en fait, j'ai commencé à la dessiner. Et en la dessinant, j'ai commencé à percevoir son histoire, ce qui se passait, etc. Et en fait, c'est monté à partir aussi d'une image, quoi. C'est marrant parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à celle qui a créé Frankenstein, Mary Shelley, qui s'est inspirée d'un lac, le Léman, il me semble. Et en fait, c'est fou parce que ça part de quelques éléments en lien avec la nature et on commence à partir vers des idées, des émotions. Ça peut aller très vite. Ouais, je me souviens, j'étais avec mon conjoint et son père et on se baladait. Et en fait, au fil d'un moment, vu que à chaque fois qu'il y avait un nouveau son, j'ai une idée. Donc je notais sur mon téléphone et ce qui fait que j'arrêtais pas de me perdre parce que j'arrivais pas à les suivre. Et plus je me perdais, plus j'avais une nouvelle idée. Et donc à la fin de la balade, en fait, j'avais mon téléphone avec un gros pavé d'idées et tout ça. Et dans le week-end, j'ai pas arrêté de travailler dessus. Et voilà. Et en effet, c'est venu juste par ces glands qui tombaient, qui ont créé un son, qui m'ont, je sais pas, qui m'ont inspiré, quoi. Et après, évidemment, quand on a un élément qui nous inspire un truc, qui nous dit ah tiens, j'ai envie de voilà. Mais on a tout le reste à côté, tout le bagage, c'est-à-dire toutes les lectures qu'on a pu faire, toutes les expériences, etc., qui vont d'un coup venir alimenter l'élément inspirant. Oui, je vois très bien. En fait, ça va être le gland, c'était l'élément déclencheur, quoi. C'est le truc. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que ça t'arrive d'être inspiré par des rêves? J'ai un carnet tout le temps à côté de moi. En fait, c'est souvent les pires moments. En fait, les moments où je suis le plus inspirée, c'est sous la douche. J'ai appris à avoir mon téléphone à proximité parce que avant je partais, j'étais encore avec plein de savon et de shampoing sur la tête et je prenais ma serviette en mode ah putain faut que j'écrive. L'horreur, j'en mettais partout. Donc maintenant j'ai mon téléphone à proximité et en effet c'est pas forcément le rêve, si. Il y a la phase de demi-sommeil qui est très bonne juste au moment où tu te couches et où c'est là où c'est le plus inspirant pour moi, où j'ai plein d'idées. Donc souvent, je me réveille d'un coup, je fais oh, putain. Donc j'écris, puis je me rendors. J'écris et je m'endors. Donc souvent c'est visible. Et sinon, en effet, c'est sur le matin, au moment où, pareil, où t'es dans cette phase de demi-sommeil, tu te souviens encore à peu près de ton rêve, mais plus totalement, il commence à t'échapper. Et là, en effet, il faut que tu notes des choses rapidement et voilà. C'est fou parce que niveau imagination, tu peux aller tellement loin avec tout ça et ça me fait penser notamment avec les réécritures mythologiques où justement tu peux les réadapter comme tu veux, suivant, tu peux par exemple jouer avec la chronologie. Il y a des histoires de réécriture qui se passent justement à un certain contexte historique et d'autres vont se retrouver chronologiquement dans une société moderne ou contemporaine et en fait tu retrouves Percy Jackson en plein milieu de la ville de New York. C'est ça. Ou alors avec la série K.O. Qui est sortie là, c'était sur Netflix, je sais plus. Netflix, ah là, celle qui vient de sortir. Oui, qui était très sympa. Je l'ai l'ai pas encore vue. Il faut que je la voie. Après, je sais pas, hein, mais moi j'étais bien dedans. C'est un peu loufoque, c'est assez cool. Ça m'a bien fait marrer. Et les dieux en question sont souvent très mauvais, ou dirais-je autoritaires, ou disons ils font preuve d'insensibilité pour pas mal d'histoires et ils font des choses assez dramatiques. Quand on voit un peu les légendes et mythologies, les dieux sont pas très très fun. Hein. La plupart du temps, ils sont un peu. Ouais. Ça finit jamais bien. Il y a toujours des... Non, faut pas être trop près des dieux, hein, parce que s'ils sont dans le bon mood, ça va, mais s'ils sont pas dans le bon mood, bon, ça peut partir en noisette. Je peux comprendre l'idée de les montrer sous le pire jour, parce que franchement, c'est pas la meilleure vision qu'on peut avoir des dieux et déesses. Et en fait, en y pensant, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui sont liées avec la nature. Ouais, par exemple, moi, la forêt, en effet, c'est un truc qu'on revoit dans beaucoup de mes textes. J'adore où toutes nos angoisses peuvent sortir, à la fois nos angoisses et à la fois, à certains moments, plutôt du côté merveilleux. Donc, en fait, j'adore le travail de l'ambiguïté. Ambiguïté émotionnelle, idéologique, etc. Et donc des lieux qui sont ambigus, qui peuvent à la fois faire ressortir le pire et le meilleur, l'horreur, la merveille. C'est super intéressant. Et c'est vrai que la forêt, c'est un lieu super inspirant à écrire et à travailler.
Et très équilibré aussi, je trouve qu'il y a une symbiose, chaque élément dépend d'autres éléments et en fait il y a vraiment un équilibre harmonieux qui est inspirant. Les mythologies et légendes du monde entier m'ont toujours fascinée. J'étais une grande adepte de films d'animation, la série d'animation Les Mystérieuses Cités d'Or, donc mythologie précolombienne, égyptienne, gréco-romaine, c'est nordique aussi. Dans l'écriture, il y a plusieurs méthodologies pour écrire. Une des méthodologies, la première que j'ai apprise et qui m'a beaucoup aidée dans mes premiers romans, c'est la méthodologie qui a été écrite par Joseph Campbell sur le voyage du héros. Joseph Campbell, c'était un philosophe et il a beaucoup travaillé sur les mythologies et il a su récupérer l'essence de toutes les mythologies pour comprendre qu'en fait, dans toutes les mythologies, dans toutes les légendes, dans toutes les histoires qui impactent, il y avait un voyage du héros. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours intéressée, c'est de me rendre compte qu'en fait, quel que soit l'endroit où on se situe, quelle que soit dans la partie du monde, les légendes et les mythologies, en fait, ce sont des histoires. Et ce sont des histoires qui ont été suffisamment importantes et impactantes pour rester aussi longtemps. Aussi longtemps, ouais. Et c'est ça. Et puis en plus de ça, toutes ces histoires, elles sont vraiment riches en inspiration. Elles ont des thèmes forts et des thèmes épiques. Et c'est là où vraiment, on va dire que c'est des endroits où l'imaginaire va vraiment prendre vie et permettre de mettre en lumière les personnages. Souvent, c'est des personnages qui sont vraiment comme le roi Arthur ou voilà tous les chevaliers de la table ronde. Ils vont prendre vie devant nos yeux alors qu'ils ont probablement jamais existé. Ce sont des mythes, ce sont des légendes, et pourtant, ils vont avoir autant d'importance aujourd'hui qu'ils en avaient il y a plusieurs siècles. Et c'est cette intemporalité aussi qui est assez incroyable. Et en fait, les mythes et légendes m'ont vraiment montré que l'imaginaire a un impact sur notre réalité. Et ils vont nous aider à comprendre notre monde, parce que même si c'est des histoires qui se passent il y a des siècles et des siècles, et même plus encore, et ben en fait, si on peut toujours les ramener et les moderniser et les amener dans notre propre quotidien, notre propre société, etc. Et c'est cette intemporalité qui est assez folle sur les mythes et légendes. Et c'est pour ça que j'adore utiliser les mythologies de partout. Par exemple, là, le projet dont je te parlais, ou que j'ai lu à l'automne dans la forêt, je me suis inspirée sur la mythologie précolombienne, où je vais créer un culte du soleil, etc., un peu sauvage et tout. Donc, même si jusqu'à maintenant, j'ai toujours été dans les pays anglo-saxons, parce que ce soit Histoire de monstres qui se passe à Londres, les Chroniques de Jack Donald, ça se passe en Irlande, Elisabeth, ça se passe en Bretagne. Donc, jusque-là, je suis restée assez centrée sur les mythologies celtiques et anglo-saxonnes, parce que c'est un endroit qui m'inspire toujours et tout ça. J'aime, de toute manière, ancrer mes histoires dans des mythologies. On comprend bien ta manière de penser et la manière dont tu transmets tes idées à travers ton histoire. C'est super intéressant. Ah bah cool, parce que c'est pas toujours... parfois, il y a un merdier dans la tête, on sait pas trop comment le remettre, donc c'est bien que si j'arrive à l'expliquer, c'est bien. J'ai pas l'impression, je trouve que t'es super organisée et que tu connais ton chemin. Bah tant mieux, parce que c'est pas toujours la sensation que j'ai avec moi-même, donc c'est bien de savoir que j'arrive à faire comprendre le message que j'essaie de passer, parce que après, savoir quel message faire passer et tout, ça fait quand même des années que je me pose les questions, que je suis toujours, en fait, je suis une éternelle dans l'introspection. J'adore ça, c'est super intéressant de se poser des questions. C'est un peu prise de tête aussi, mais c'est ce qui permet d'apprendre à se connaître, en fait, et c'est toujours c'est super important de savoir se connaître. Si on se connaît pas, j'ai l'impression que d'ailleurs, un gros problème de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à penser que essayer de se connaître avant toute chose, c'est égoïste. Alors que non, apprendre à se connaître, c'est une bonne chose. Si on se connaît, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et on peut mieux savoir avec qui on veut être et avec qui on ne veut pas être, de quoi on veut parler, de quoi on ne veut pas parler. Enfin, ça me paraît essentiel. Et donc tout ça pour dire que ça fait quand même plusieurs années que je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux raconter? Pourquoi je veux le raconter, etc. Ça va évoluer au fur et à mesure, et justement parce que ça évolue, j'essaye toujours de me poser la question, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours ça que je veux raconter et tout ça, quoi. Non, c'est chouette et c'est vraiment très clair. Bah tant mieux. Yes, j'ai réussi. Eh bien, merci à toi Anaïs, bonne aventure Pas de problème. pour nous avoir partagé un petit bout de toi, ta pensée, ta vision de la vie, ton côté artistique et très talentueux. Et en plus, tu fais de magnifiques tableaux parce que là, on voit pas, mais on est en visu et je vois derrière toi un magnifique... Ah oui, c'est celui-là. Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il était dans le champ. Ah, il est magnifique. Hein. Bah merci, je commence à en avoir trop, donc je sais plus les ranger après. Bah merci beaucoup. C'était très sympa.